OK, ben écoute, j'aimerais ça qu'on commence en fait avec ta première expérience entrepreneuriale. Ouais. Heu, Comment est-ce que tu es rentré là-dedans? T'as-tu toujours pensé que tu étais un entrepreneur depuis que tu es jeune ou c'est quelque chose qui est arrivé malgré toi? Comment ça a commencé? Écoute, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, je t'aurais peut-être pas répondu la même chose qu'aujourd'hui. Euh, je peux pas dire que j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur, mais je pense que probablement tout le monde autour de moi, eux, savaient que j'allais devenir entrepreneur sous une forme ou une autre, tu sais, ou leader. J'aime mieux dire leader parce que je pense que ça a toujours été un peu la ligne directrice de ma vie puis de mon être, c'est le mot de leadership, que ce soit dans le sport, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit en gang, que ce soit en affaires. Je pense que c'est un mot. Je suis quelqu'un qui est leader naturel, qui a toujours eu un gros leadership. Euh, Maintenant, est-ce que j'allais devenir entrepreneur? Moi, je ne crois pas que je savais ou que j'y pensais parce que j'avais pas. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'était pas nécessairement défini non plus. Tu sais, aujourd'hui, on est rendu dans le monde du Gary Vaynerchuk, puis des influenceurs, puis les réseaux sociaux, puis l'entrepreneuriat, c'est rendu cool et tout ça. Mais tu sais, dans les années 90, l'entrepreneuriat, ça existait pas vraiment. C'était comme. C'est comme t'es quelqu'un finalement qui a pas de job, là, tu sais, puis t'aimes pas faire comme les autres. Mais je me rappelle aussitôt, à l'âge de 4-5 ans, à Los Angeles d'ailleurs, c'est une histoire que j'aime bien raconter aujourd'hui parce que c'est probablement ma meilleure mémoire, mon meilleur souvenir de ma jeunesse. On se promenait dans le centre-ville de Los Angeles, début des années 90, peut-être fin 80. Puis, tu sais, Los Angeles, dans le downtown, c'est des immeubles immenses, puis très hauts. Mais il y avait beaucoup de pauvreté dans ce temps-là. Il y en a moins aujourd'hui. Il y avait beaucoup de pauvreté, des sans-abri, de la saleté. Et je me rappelle, ça m'avait frappé. Ça m'a vraiment affecté. Puis, tu sais, j'ai pas l'air d'un gars sensible, gros joueur de hockey, père de famille, homme d'affaires, succès, blablabla. Mais la vérité, c'est que je suis quand même quelqu'un de très sensible. J'ai toujours été. Je prends ça de ma mère. Versus mon père, qui était un homme très stoïque, très fort. J'ai comme un entre-deux. Fait que cette sensibilité-là a fait que ça venait me chercher de voir le monde pauvre, tu sais, de voir le monde qui était sans abri, qui était dans la rue, qui était sale, qui avait rien à manger. Je trouvais que c'est pas normal. C'est vraiment pas pour ces gens-là. Fait que j'avais dit à mes parents, un jour, je vais avoir des tours comme, je regardais les skyscrapers, là, les gratte-ciels. Un jour, je vais avoir un gratte-ciel dans chaque ville dans le monde. Ça va être, j'avais pas dit une mot entreprise, mais tu sais, ça va être comme mes gratte-ciels avec tout mon monde qui vont nettoyer les rues de toutes ces villes-là, puis on va donner à manger à ces gens-là, puis on va leur donner un endroit pour vivre. Tu sais, ça, Du complexe du sauveur, là, très complexe jeune. sauveur peut-être, ouais, tu sais, un complexe d'un grand cœur. Euh, Un mélange entre avoir un grand cœur et être mégalomane. Tu sais, comme. ouais, mais tu sais, je me rends compte aujourd'hui que j'ai été élevé aussi beaucoup avec une grande conscience et une raison sociale. Puis tu sais, mon père venait d'une famille indienne du nord-est de l'Inde. En Inde, tu as un système de caste, dans le fond. Fait que tu es comme né dans un caste. Alors, ta famille fait partie de ce niveau social. Fait que soit tu peux être de la royauté, tu sais, c'est pas compliqué à comprendre, c'est quoi de la royauté. Après ça, tu as les nobles, après ça, tu as les travailleurs, tu as les religieux, puis même, jusqu'en bas, tu as les intouchables. Je sais pas si tu as vu le film Slumdog Millionaire. Ça, c'est un intouchable. Dans le fond, même si tu nais dans la caste intouchable, t'as beau être la personne la plus intelligente au monde, le plus travaillant, tout est fait pour pas que tu puisses sortir de ça. Mais moi, ma famille venait du caste noble. Puis ma famille, historiquement, c'est une famille, écoute, le mouvement de Gandhi pour enlever les Britanniques de l'Inde a été en grande partie financé par ma famille, avec d'autres familles nobles de Calcutta, du nord-est de l'Inde. Et c'est un grand mouvement social. Puis si tu recules dans le temps en Inde, ma famille est super connue. Je rencontre des Indiens aux États-Unis, là, puis dès que je leur dis mon nom de famille, ils me regardent comme si j'étais genre un Molson ici, là, tu sais. C'est drôle parce que moi, j'ai pas grandi là-bas, j'ai pas connu ça. Tu sais, oui, j'ai connu certains membres de ma famille, mais j'ai été un peu déconnecté de ça. Tu vas voir, tu vas comprendre encore plus pourquoi. Mais tout ça pour dire que euh, beaucoup de mouvements sociaux qu'il y a eu en Inde, d'ailleurs, le mouvement pour les droits de la femme ont été initiés en grande partie par des groupes dans lesquels ma famille avait un immense leadership. Fait que je sais que ça a été distillé à travers les générations, ce qui fait que j'ai été élevé avec cette conscience sociale-là, cette conscience d'être que ta vie, c'est pas juste pour toi, que tu as une responsabilité. Si tu es intelligent, tu es énergique, tu es débrouillard, tu as une obligation sociale de pas juste t'enrichir pour toi-même ou réussir pour toi-même, mais à quelque part, il faut que tu en fasses pour d'autres parce qu'on vit en société, on est des tribus. Ceci étant dit, je ne suis pas socialiste, je suis quand même une personne capitaliste. Je pense que cette capitaliste-là peut avoir une raison sociale.
Puis je finis comme ma boucle. Tantôt, je disais mon père était moitié indien, moitié britannique. Ben, tu comprendras d'ailleurs que ma grand-mère était britannique. Sauf que mon grand-père finançait le mouvement de Gandhi pour crisser les Britanniques dehors de l'Inde. Fait que quand mon grand-père a eu un enfant, qui est mon père, avec une femme anglaise, ben, il s'est fait crisser dehors de l'Inde puis de sa famille. Ce qui fait qu'il y a eu une grosse déconnexion entre cette génération-là puis tout le reste de la famille. Après ça, plus tard, ben, c'est sûr que j'ai des cousins qui sont rendus à New York, des oncles que j'ai rencontrés, mais j'ai eu aucun héritage de cette famille-là. On était complètement coupés de ça. Ça a créé bien des affaires. T'sais. Je pense d'ailleurs pourquoi mon père vivait aussi autant comme un moine, puis qu'il n'aimait pas l'argent, puis il voulait pas d'argent, c'était probablement à cause du dégoût qui s'était passé entre cette famille très, très, très riche et très noble et son père à lui. Fait que, il y a comme plein de dynamiques familiaux là. Tu sais, là, je chauffe du coq à l'âne, mais c'est toutes des affaires que, ça, je disais tantôt, si tu m'avais posé la question il y a 2-3 ans, ma réponse n'aurait pas été pareille. Mais j'ai eu beaucoup de réflexions puis de discussions différemment de ma famille pour essayer de comprendre, moi, d'où je venais, pourquoi à 4 ans je pensais comme ça, puis pourquoi j'avais envie de faire ces choses-là. Puis après ça, je dirais le vrai début entrepreneurial, c'était en fait de passer le journal. À Québec, de l'âge de 11 à 15 ans, j'étais le camelot qui avait le plus de runs de journaux dans la région de Québec. Ça me prenait, je pense, le samedi matin, quelque chose comme 4 heures à passer tous les journaux. J'ai jamais été capable de faire quelque chose un petit peu. Tu sais, je me suis ramassé avec une première run, puis là, c'était comme, ben, ils m'ont offert une deuxième run. Ben, pourquoi pas la prendre? Puis, tu sais, on s'entend que les camelots, là, il y a du roulement d'employés là-dedans. Fait que je me suis ramassé comme à la fin avec 5-6 runs de journaux. Puis, c'était réellement ça, ma première expérience entrepreneuriale, parce que tu gères un peu tes clients, tu dois aller collecter. Tu sais, c'est pas une business en tant que tel, c'est pas toi l'entrepreneur, mais il y a des tendances entrepreneuriales, je pense, qui ont été développées là, puis qui ont fait en sorte qu'il y ait une graine qui a été semée pour que quand j'ai arrêté de jouer au hockey, ben, je me suis ramassé à me lancer en affaires, même si je n'étais pas vraiment au courant que j'étais en train de le faire. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que j'ai l'impression de voir une tendance. C'est sûr que c'est rien de scientifique, qu'est-ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui débutent avec une très forte conscience sociale. Et c'est cette conscience sociale-là qui va soit faire en sorte que plus tard, ils vont se diriger soit vers la politique ou vers l'entrepreneuriat. Ouais. Puis moi, ça a été un cheminement relativement similaire lorsque j'étais jeune. Je voulais étudier, c'est quand même drôle à cause que le podcast s'appelle Scotch et domination mondiale, mais je voulais étudier en gouvernance mondiale à Waterloo. Ah ouais, faire ma maîtrise là-bas. Wow. Que j'avais pas les notes, ça a l'air. Et j'ai rencontré un professeur qui m'a fait lire un livre d'économie. Et c'est là que j'ai bifurqué, en fait, vers le capitalisme et l'entrepreneuriat. Mais je trouve ça drôle, cette dynamique-là, que quand tu es jeune, tu es super idéaliste. Ouais. Et il y a comme une espèce de type de pensée que certaines personnes vont avoir, d'autres, ils ne l'ont pas nécessairement, où tu vas penser pourquoi est-ce que les choses sont comme qu'elles sont. Exact. À la place de juste les accepter pour qu'est-ce qu'elles sont. Puis surtout, est-ce que c'est la meilleure façon d'être? Est-ce que ces choses-là sont en place? C'est une bonne raison qu'elles soient en place? Ou c'est juste que, j'aime beaucoup l'allégorie de, je sais pas si tu la connais, mais les chimpanzés. Il y avait eu un test qui avait été fait avec des chercheurs dans je sais pas quelle université, mais il avait mis 10 chimpanzés dans un espèce de laboratoire. Puis il avait mis il avait mis un paquet de bananes en haut, accroché au plafond avec une échelle. Sauf que ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis des colliers électriques autour des cous de tous les chimpanzés. Fait que dès que le premier a essayé de monter en haut, toutes les autres sont faites électriquer, les 9 autres. Fait qu'un moment donné, à travers le conditionnement classique, ce qu'on appelle, un exemple comme les chiens de Pavlov en psychologie, ben, ce qui est arrivé, c'est que les 9 autres, dès qu'il y en a un qui essaie de monter, il allait écrire une volée. Parce que les autres ne voulaient pas se faire électriquer. Puis là, un moment donné, tranquillement, les chercheurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils en sortaient un, ils en remplaçaient un nouveau qui n'avait pas de collier. Puis lui, tout de suite, ben, il regardait les 9 autres, et il est comme, ben, voyons, bande de singes, pourquoi vous montez en haut? Pourquoi vous montez pas chercher les bananes? Fait qu'il part, il se fait donner une volée. Tranquillement, il remplace chacun des chimpanzés. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un des originaux. Puis t'as aucun chimpanzé qui essaie d'aller chercher des bananes. Il n'y en a aucun qui sait pourquoi. Aucun qui sait pourquoi. Parce qu'il y a eu comme 2 générations entre les originaux. Ça, je trouve que c'est la meilleure chose à comprendre dans la société de nos jours, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont faites dans tellement de sphères de la société, puis même dans nos personnalités, qu'on ne sait même pas d'où que ça vient. C'est juste, « Ouais, mais c'est comme ça. » Moi, j'accepte jamais c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Tu sais? Moi, j'étais le petit jeune, là, l'enfant, là, puis mon fils est pareil, là, qui pose 1000 et une questions, là, puis je vais continuer à poser des questions jusqu'à temps que je suis satisfait de la réponse,
au moins du processus de réflexion derrière la réponse. Puis je pense que ça aussi, c'est ça l'entrepreneuriat. Les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est du cash, c'est ça. C'est le fun d'avoir du cash. J'ai été crissement pauvre dans la vie, là, comme enfant, et aussi comme adulte, c'est plate en crise pour avoir une scène. C'est le fun d'avoir de l'argent. Mais de l'argent, c'est vraiment pas tout. Ça a une limitation. À un moment donné, tu as X montant d'argent. Là. Après ça, il n'y a plus de corrélation entre le bonheur et l'argent. Ça en prend un minimum. Là. N'importe qui a étudié la pyramide de Maslow en psychologie, c'est que une fois que tu as atteint les 2-3 premiers niveaux, tu as assez d'argent pour être heureux, pour manger, pour te nourrir, pour être en sécurité. Ben, à un moment donné, tu as besoin d'autres choses pour t'actualiser comme être humain. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est la manière la plus efficiente et réaliste de le faire. Parce que tu disais tantôt, on a tous eu l'occasion. Moi, à un moment donné, j'étais socialiste. J'étais comme genre début vingtaine, là, idéaliste, socialiste. Écoute, je suis déjà allé dans des rencontres d'environnementaux, puis de green, pas Greenpeace, mais des choses comme ça. Puis je croyais à ça. Puis oui, la politique, puis la gauche. Mais à un moment donné, tu deviens adulte, tu payes des impôts. Pire encore, tu as des enfants, tu as une vie. Tu te rends compte qu'à ta peu, là, je peux pas changer le monde en ne pas jouant à la game. Tu peux pas gagner la Coupe Stanley au hockey en essayant de jouer au football sur une glace. Puis c'est là que ta réalisation, elle se rend compte qu'on vit dans un monde capitaliste. Alors, si tu veux réellement impacter le monde, peu importe l'échelle à laquelle tu veux impacter, que ce soit régionalement, que ce soit nationalement ou que ce soit internationalement, ben, je pense que l'entrepreneuriat, finalement, c'est la manière de le faire. Puis s'il y en a qui veulent faire ça par la politique, écoute, tant mieux, je vous félicite. Là. Moi, je n'irai jamais là-dedans. Je pense que j'ai trop un côté agressif joueur de hockey. Là. C'est sûr que je risquerais de voir à quelqu'un. Ça prendrait 2 jours comme politicien, puis j'aurais pété la gueule à quelqu'un. Là. Mais je pense que les compagnies sont les responsables de la plus grande des changements sociaux. Là. C'est clair. Toutes les innovations technologiques, en fait, ont tellement de bienfaits pour tout le monde. On est en train de lever la population mondiale en dehors du seuil de pauvreté à un rythme auquel c'est jamais arrivé par le passé. Exactement. Et tout ça, c'est à cause des compagnies qui veulent s'enrichir. Ça paraît un peu contradictoire. C'est un beau paradoxe. C'est intéressant, justement, de méditer un peu là-dessus. Mais c'est vrai. Puis il y a tellement d'innovations qui ont eu un impact tellement profond juste dans les dernières 150 années, mettons. La plomberie, man. L'air climatisé. Toutes des inventions de quelqu'un qui s'est dit « Hey, moi, là, je vais prendre les choses dans mes mains. Je suis tanné qu'il fasse chaud. Puis on va créer un système en place. » Puis ça a complètement changé comment est-ce que les pays proches de l'équateur peuvent produire la valeur. Dans le temps, là, être un petit Mexicain là, faisait chaud, mon gars. Ben oui, puis tu sais, l'avancement humain vient avec ça. On peut pas nier qu'est-ce qu'on est. On est des êtres humains. Tu sais, on a bien beau essayer de créer un monde utopique de gauchistes, je suis désolé de taper sur la gauche. Là. Écoute, j'ai rien contre la gauche. Là. Mettons, on va dire l'extrême gauche. Là. Mais tu sais, les centres-gauche on est des êtres humains. On vit par la croissance, on vit par l'avancement, par le défi, par le challenge, par l'évolution. Puis l'entrepreneuriat permet ça. Puis si tu regardes tu sais, va à Cuba, va faire un tour à Cuba, va faire un tour dans l'est de l'Europe, là. Qu'est-ce qui arrive dès que tu commences à enlever cette partie-là? Ben, le monde devient une lâche, tu sais. Puis il y a beaucoup de films, moi je suis un gars de science-fiction, il y a beaucoup d'anciens films de science-fiction, tu sais, où là, ils essaient de créer un monde utopique. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, tout le monde devient finalement un gros BS. Parce que c'est comme, on n'a plus rien on n'a plus rien vers lequel on essaie de strive d'atteindre. Tu sais, on n'a plus d'objectif, on n'a plus de chemin, on n'a plus besoin d'avancer, fait qu'on va juste s'écraser. Fait que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis l'entrepreneuriat, je pense que c'est une des meilleures manières de réussir à faire ça. Ça, c'est clair.